Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place des Entrepreneurs, réalisé par l'UPE 13 avec le concours de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Kedge Business School. Je suis Jean-Michel Diaz, président du groupement maritime et industriel de Fos et sa région, le GMIF, qui regroupe les activités industrialo-portuaires de l'UPE 13. Et je suis donc particulièrement heureux que cet avant-dernier numéro de Place des Entrepreneurs permette de mettre en valeur nos activités industrielles. Pour m'accompagner, je vais laisser le soin aux personnes qui sont présentes aujourd'hui autour de cette table de se présenter et on va commencer par Florence. Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir. Donc, je suis Florence Dibon et je suis présidente de la société Enhance by Eurotech, qui est une entreprise qui intervient sur les métiers de la pétrochimie, du bassin de la Méditerranée, mais également dans la France entière. Stéphane. Bonjour, donc je suis Stéphane Cambier, je suis directeur de la plateforme Total à la MED, donc plateforme qui est connue dans la région suite à sa transformation et à sa transformation sur une activité biocarburant. Georges. Bonjour, je m'appelle Georges Youssefane, je suis président et fondateur de la société IREM France, basée à Berlétan, une société spécialisée dans la préfabrication, le montage de tuyauteries industrielles. On intervient dans les secteurs du raffinage, de la chimie, de la pétrochimie, de la pharmacie, du nucléaire, dans l'Hexagone, au-delà de l'Hexagone en Europe, et sur certains pays d'Afrique, particulièrement le Maghreb. Et Fabien. Donc, bonjour, enchanté d'être parmi vous. Fabien Pour, donc, directeur général de la société du pipeline sud-européen, donc spécialisé dans le stockage et le transport de produits hydrocarbures pour les industries raffinage et pétrochimiques. Donc merci à tous les quatre d'être présents autour de cette table. Et je dirais que pour démarrer cet échange, partagez-nous comment vous avez vécu cette première vague du Covid et comment vous traversez cette deuxième vague. Florence ? Eh bien, écoutez, lorsqu'on a été en contact avec cette première vague, effectivement, il a fallu tout de suite trouver des solutions pour mettre en place dans l'organisation de l'équipe de l'entreprise des moyens pour travailler à distance, parce qu'évidemment, à ce moment-là, il y avait le confinement qui était total et on s'est aperçu également que, à part quelques activités qui étaient encore autorisées, nous, les nôtres étaient totalement arrêtés. Donc, l'accès au site n'était pas autorisé et il a fallu d'abord beaucoup communiquer avec les équipes et les rassurer, parce qu'évidemment, nous avons des gens qui travaillent à distance, qui travaillent sur des sites loin, qui ne sont pas vraiment dans la région, qui peuvent être parfois en Normandie ou dans l'Est. Et déjà, en temps normal, cette distance c'est difficile au niveau de la communication avec l'entreprise, mais en plus, quand on rentre dans cette période d'incompréhension, ça demande énormément de communication. Donc j'ai envie de dire que la première chose qu'il a fallu faire, c'est énormément communiquer. D'accord. Moi, j'aurais envie de caractériser d'abord par l'effet de surprise et d'arrivée, on va dire, subite de ce genre d'événement auquel on n'était pas préparé, typiquement. Et donc, l'autre caractéristique, c'est l'adaptabilité. Donc, c'est-à-dire qu'il a fallu réagir rapidement et s'adapter rapidement, à la différence de la deuxième vague. À travers ça, donc la première chose pour nous, ça a été c'était la sécurité des employés tout d'abord. Donc ça a été de s'assurer d'isoler les personnes fragiles, d'assurer la sécurité de nos employés, de nos salariés à travers la prise de mesures comme la mise en place du masque qui a été assez rapide sur le site, la mise en place de mesures de température. Et ensuite, derrière, pareil, la même chose, c'était l'organisation du travail associé à tout ça, auquel on n'était pas forcément préparé. Donc c'est un état de préparation. Et donc la mise en place du télétravail, aussi bien qu'on puisse le faire dans cet état avec l'équipement qui est à disposition. Sachant qu'on était aussi sur un site donc, industriel,
Donc on parle beaucoup de ce télétravail. Quand il y a des activités industrielles, voilà, il a fallu jongler avec ces deux éléments, c'est-à-dire présence sur site, donc mesures de sécurité, et ensuite personnes en télétravail, et donc assurer aussi un dialogue entre ces personnes, puisque le télétravail, complication avec le télétravail étant facilité de distanciation entre les gens, et puis d'oubli de la réalité. Donc. Alors, je ne vais pas répéter ce que vous avez brillamment exprimé. Effectivement, on a tous été surpris et frappés de plein fouet par cette crise, en fait, qui a été violente. Mais moi, je veux remonter un petit peu en arrière et rendre hommage, sans faire de politique, à ceux qui nous ont dirigés, qui ont pris des mesures exceptionnelles pour préserver les entreprises. Et ça, je pense, quel que soit le bord politique que nous ayons, il faut tirer un grand coup de chapeau. Malgré ces difficultés, le personnel a senti qu'il y avait quand même une solidité financière qui était assurée pour le personnel. Et je reprends ce que disait Florence tout à l'heure, il a fallu énormément communiquer avec les gens. À titre personnel, j'ai fait des courriers aux familles, pas simplement aux collaborateurs, collaboratrices, pour expliquer la situation et les engager à respecter de manière scrupuleuse les directives qui nous étaient données. Parce que rajouter de la confusion au mal, à la difficulté, ce n'était pas un acte responsable et professionnel. Donc il a fallu respecter toutes les directives, quelles qu'elles soient, et ça nous a permis de prendre des dispositions pour s'adapter au contexte. C'est jamais le contexte qui s'adapte aux entreprises, mais c'est l'inverse. On l'a fait. Les clients nous ont accompagnés parce que, comme l'ont dit les personnes qui se sont exprimées, certains sites ont dû être fermés, donc pour des raisons vraiment sanitaires. D'autres clients, pour des raisons impérieuses, nous ont demandé de poursuivre l'activité. C'est ce que nous avons fait. Alors, les dispositions étaient difficiles à prendre, mais avec le client et l'intelligence, entre guillemets, entre entrepreneurs et clients, on a pu s'adapter à des contextes qui n'étaient pas faciles à résoudre. Juste un petit exemple, on devait faire un gros arrêt dans la région pour un client que je ne nommerai pas. On devait mobiliser 40 personnes sur 4 semaines. En discutant, on a dit on va réduire à 20 personnes et on va le faire en 8 semaines. Le travail a été fait, on a discuté intelligemment, professionnellement. Il n'y a pas eu un incident, un accident, et le travail s'est fait. Voilà, c'est un exemple. Ok. Beaucoup de choses ont déjà été dites, mais bon, pour SPSE, j'appuierai aussi sur le fait de la soudaineté des mesures qui ont dû être mises en œuvre, et puis des choses qu'on n'avait pas pratiquées jusqu'à maintenant. Le télétravail qui a été généralisé, plus de 50% de nos effectifs ont été placés très très rapidement en télétravail. Et puis la poursuite des activités, donc toute la mise en place de protection du personnel avec très très régulièrement, jour après jour, une adaptation et un renforcement des mesures de sécurité. Donc ce que je retiens moi de cette première vague, c'est la forte mobilisation de l'ensemble des acteurs. Enfin, moi, franchement, j'ai vu que ce soit nos contractants avec qui on a travaillé, nos équipes sur le terrain qui ont poursuivi leurs activités pour assurer le fonctionnement de la chaîne logistique, les personnes en télétravail qui ont découvert le travail à la maison. Et d'ailleurs, on a beaucoup maintenant d'expérience sur ce télétravail. Ça nous permet d'améliorer d'avoir des axes d'amélioration là, sur le télétravail qui pourraient perdurer dans l'avenir. En tout cas, une très forte mobilisation, beaucoup d'inquiétude de l'ensemble des acteurs et puis du personnel. Donc oui, beaucoup de communication. C'est le moment où il faut être, il faut garder garder le plus de sérénité possible, même si c'est pas toujours simple. Et puis de la communication en direct sur le site en respectant les mesures Covid, mais aussi par visio, parce que c'est l'année où on a utilisé le plus, on n'utilisait quasiment pas la visio auparavant. Maintenant, on est rentré dans un monde
où on utilisera de plus en plus la visio, mais beaucoup de communication, effectivement, pour assurer les équipes et pour que ça se passe bien. Alors on voit dans vos propos que de nouveaux modes de travail se sont mis très rapidement en place, comme le télétravail, vous l'avez cité. Moi je voudrais qu'on revienne sur finalement l'organisation que vous avez privilégiée et les difficultés que vous avez rencontrées. Et puis puisqu'on a la chance d'avoir autour de cette table 2 donneurs d'ordre et 2 entreprises partenaires, comment les relations entre vous se sont finalement organisées, quels sont les nouveaux modes d'échange que vous avez pu mettre en place? Georges? Alors, effectivement, la première phase a été pratiquement une phase où il a fallu se confiner et on a respecté les directives, à part quelques exceptions, dont l'une que j'ai citée tout à l'heure. Ensuite, il a fallu reprendre l'activité. Effectivement, on avait tout un panel. Il y a des gens qui se sont mis en maladie parce qu'ils avaient la garde des enfants pendant que l'école était fermée, donc il a fallu en tenir compte. Il y a eu le télétravail. Dans mon activité, monter des tuyaux, faire des soudures sur les sites d'activité, chez Total par exemple, c'est pas évident à faire. Donc si vous avez des solutions, je suis preneur. Il a fallu, en tout cas, utiliser les différentes préconisations et dispositions qui étaient à notre disposition pour faire avec. Alors, on s'est adapté malgré nous, mais l'individu et l'entreprise a cette faculté de s'adapter, c'est comme ça qu'on survit. Et les difficultés, les contraintes qui nous étaient imposées, la distanciation, le masque, des équipements supplémentaires, ne pas être plus de 2 dans une voiture, etc., ça a créé des difficultés, des frais supplémentaires pour certains entrepreneurs, pour des transports par exemple qu'il a fallu multiplier. Il y a des compagnies qui ont des filiales en Europe qui ne pouvaient plus faire venir de personnel pour leurs activités propres, donc utiliser du personnel franco-français qui coûtait peut-être plus cher, etc. Mais dans tout ce panel, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu, de manière générale, il y avait peut-être des cas particuliers, mais de manière générale, nos clients ont été à l'écoute. Et ils n'ont pas voulu profiter de la situation pour dire « je suis dans un monde maintenant où je vais acheter à meilleur prix et je vais saigner un petit peu les entreprises qui se présentent à moi ». Ça n'a pas été le cas, en tout cas je n'en ai pas rencontré. Et je pense que le professionnalisme a été l'élément moteur qui nous a permis de nous adapter au travail. Et les problèmes annexes, qui étaient importants, ont été réglés au fil de l'eau. Voilà, c'est ma perception des choses aujourd'hui. Merci Georges. Et toi Fabienne, de ton côté? Nous avons, je reviens sur la mise en place du télétravail. Hein, c'est quelque chose sur lequel on va nous continuer à travailler, notamment sur la façon d'alterner la présence site et télétravail, notamment par rapport à la deuxième phase. Je pense qu'on aborde beaucoup mieux cet aspect-là. Les relations avec... Nous avons, pendant la première phase, continué à réaliser un certain nombre de travaux sur les sites, puisque nous avions un certain nombre d'obligations à satisfaire. En permanence, comme je le disais, avec nos contractants, les entreprises intervenantes, partenaires de SPSE, ont fait le nécessaire pour se rendre disponibles, mais ce n'était pas toujours simple. Nous ont exprimé aussi des grandes difficultés par rapport aux consignes qui étaient données pour se mobiliser, pour être présents sur les sites, pour assurer la présence de leurs équipes sur nos sites. Mais concrètement, voilà, une très bonne coopération avec l'ensemble des acteurs qui nous ont aidés à passer cette phase-là, et notamment sur l'ensemble des travaux que nous devions réaliser pour assurer notre activité. Voilà. Une bonne mobilisation. Merci Fabienne. Florence? Alors écoutez, oui effectivement on a mis en place tous les dispositifs qui étaient possibles, donc on a tous fait à peu près la même chose évidemment, le télétravail,
le chômage partiel, la garde d'enfants. Donc on a utilisé tous ces leviers-là. Et effectivement, je rejoins un peu Georges sur le fait que le gouvernement a quand même rapidement mis en place beaucoup d'aides pour l'ensemble des entreprises et on a quand même pu mettre un plan d'action très spécifique par rapport en tout cas à la perte d'activité qu'on a pu identifier immédiatement, mais également la perte d'activité qu'on a pu planifier, puisque on arrivait quand même à planifier, en tout cas au départ, le temps du confinement, ce qu'on allait ne pas pouvoir faire, en tout cas en termes de chiffre d'affaires, et par rapport à la reprise, on sait quand même que il y a une espèce, on va dire, d'inertie qui est forcément qui se voit dès qu'on reprend une activité après un confinement, parce que les entreprises mettent du temps à s'organiser, à faire l'accueil aussi des intervenants qui sont externes, hein, donc ça prend du temps. Donc on a mis en place tout un plan d'action, en tout cas avec l'aide du gouvernement, pour pouvoir sauvegarder un peu l'activité, le chiffre d'affaires, la rentabilité de l'entreprise. Voilà. Ok. Nous, c'était un peu différent dans la mesure où, donc, en tant qu'organisme d'importance vitale, de OIV, on a continué notre activité industrielle malgré, on va dire, l'effet de surprise d'arrivée de cette crise sanitaire. Donc, au début, ce qui était compliqué, c'était l'absence de repères pour les gens, puisqu'on ne savait pas finalement qu'est-ce qui allait se passer, où est-ce qu'on allait, etc. Donc il y a eu la surprise, et finalement ça a été le repli. Donc en effet, on essayait de mettre le maximum de gens en sécurité, donc télétravail au niveau maximum, limitation des travaux, et tourner, on va dire, au minimum. Ensuite, derrière, il y a eu la phase, comme je disais, plus d'adaptabilité, où on a continué ce télétravail, mais on a aussi voulu... dans la mesure où on continue notre activité, on a eu besoin des entreprises partenaires et des entreprises extérieures, et on a voulu continuer à faire travailler, je veux dire, à garder une certaine activité industrielle, et donc c'est passé par une communication d'un mode différent, puisque il y avait moins de présence sur site, donc il fallait organiser différemment les contrats, les passations d'ordre avec les entreprises extérieures. Donc tout ça se faisait à distance. Mais on a voulu préserver ça, donc pour être sûr qu'au moment du redémarrage aussi, ils répondent aussi présents et qu'il n'y ait pas de rupture du tissu industriel dans la région. Donc on a privilégié justement la mise en sécurité, mais un minimum aussi d'activité sur le site. Et aujourd'hui, les gens se sont adaptés finalement assez rapidement à ça. On le voit qu'il y a des choses qui sont passées dans les mœurs. Donc typiquement, hier, on lançait le PDP, le plan pour 2021. On avait 270 entreprises en Teams. Donc, alors que d'habitude, c'était des réunions, on va dire, grand public. Là, 270 participants par Teams. Et finalement, ça a très bien fonctionné aussi. Donc les gens aussi se sont adaptés à ces nouveaux modes de fonctionnement, qui finalement peuvent être amenés à s'inscrire, je dirais, dans les habitudes de demain. D'ailleurs, justement, à ce propos, si on essaie de se projeter dans le futur, on voit tous que vous êtes adaptés rapidement, que finalement, vous avez su résister, vous avez sûrement tiré des leçons et des expériences qui vont vous permettre de vous adapter autrement dans vos modes de travail demain. Et justement, comment vous voyez l'avenir, Stéphane? Nous, on a vu une accélération, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert ces outils, typiquement parce qu'ils étaient installés sur les ordinateurs, mais finalement, peu de gens les utilisaient, peu de gens les connaissaient. Et là, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une accélération, finalement, dans les points positifs de sécurité, il y a une accélération d'utilisation de ces outils digitaux et même de compréhension par les gens. Et donc, il va y avoir des réflexes, typiquement, les gens qui voyageaient pour passer une heure de réunion à Paris, ou etc., on voit qu'aujourd'hui, à travers un team, ça fonctionne tout aussi bien. Donc on a commencé aussi à accélérer l'équipement. Donc on a acheté beaucoup plus d'ordinateurs portables, de casques pour notre personnel, pour pouvoir organiser ces réunions à distance. Donc pour leur donner aussi les moyens de pouvoir le faire convenablement. Et ça va nous permettre, on accélère aussi sur la partie digitale, c'est-à-dire sur des supports industriels, typiquement au niveau de compétences, inspection, etc., avec des gens qui venaient auparavant sur les sites pour
pour une journée pour faire une inspection. Donc on a pu développer des outils comme les masques, les lunettes connectées, les masques connectés, qui permettaient finalement d'avoir le même support à distance et donc de découvrir de nouveaux modes de fonctionnement et de les accélérer. Donc je suis plutôt sur cet aspect et c'est des choses qui, je pense, vont perdurer parce qu'on a réussi à montrer aux gens qu'il y avait un intérêt et qu'on pouvait avoir la même utilité en utilisant ces outils. Ok. Et toi, Florence, l'avenir, il se projette comment? Alors l'avenir, effectivement, je rejoins donc Stéphane sur l'utilisation des nouvelles méthodes de communication. Et effectivement, on va s'adapter davantage avec du télétravail et c'est une demande aussi de certains personnels qui ont envie aussi de faire, qui ont découvert aussi le télétravail. Certains sont complètement hermétiques parce que pour leurs propres raisons, je ne rentrerai pas dans les raisons de chacun, mais en tout cas il y a des personnes, c'est plus difficile, d'autres qui au contraire ont trouvé un vrai intérêt et l'idée c'est aussi de s'adapter au mode de vie de chacun et de prendre en considération les envies et le fonctionnement de manière à avoir des gens qui sont vraiment épanouis dans leur travail. Donc effectivement, le fait de mettre en place ce télétravail sur une certaine population, ça on va le proposer davantage. Et les réunions à distance aussi, ça marche très très bien. Donc, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est un gain de temps vraiment important. Au niveau des relations commerciales, c'est pareil, on l'a fait aussi par visio, faire des points plus réguliers. Parfois, c'est même plus profond parce que finalement, on le fait de manière plus régulière, alors qu'à certains moments, on va dire ah non, il faut aller à Paris. Il faut voyager, etc. Donc effectivement, ça nous permet d'être finalement plus proches de certains clients, en tout cas de grands donneurs d'ordre qui sont à Paris, et c'est plus compliqué pour nous habituellement. Donc voilà. Et toi, Fabien? Il y a pour l'avenir, moi je vois trois tendances. Le télétravail, dont on a déjà beaucoup parlé, et puis formation aussi des managers. Nous, c'est un point sur lequel on est très sensible pour accompagner les équipes à distance, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore tout à fait, on n'avait pas cette expérience-là. Le deuxième, c'est le boom du digital, puisqu'on a été soudainement obligé, personne n'était dans les bureaux, donc il fallait signer les documents, etc. Donc on est rentré de plein fouet en mise en place en urgence d'outils digitaux, de signature électronique, de partage de plateformes, etc. Donc on va continuer dans cette dynamique-là. Et le troisième aussi, c'est bien sûr des réflexions sur la robustesse de nos modèles économiques, parce que on avait des plans de continuité d'activité dans le passé où on avait le point pandémie, avec le H1N1, on s'était préparé ça, mais de loin, on n'était pas du tout préparé à ce type d'événement. J'espère que effectivement, nous n'aurons pas à subir ça dans les années à venir, mais clairement, dans nos modèles économiques, c'est comment les réflexions, là, c'est comment être plus résilient sur ce type maintenant de menaces que toutes les entreprises ont sur leur radar maintenant. Donc, voilà, ce sont les trois grands axes là, qui ont émergé de cette année, en tout cas. Oui, moi je dis simplement que toute médaille a son revers. Et ma politique, c'est user mais pas abuser. Oui, pour le télétravail, mais dans certaines activités, on peut mieux le développer que d'autres. Le travail que fait IREM aujourd'hui est un travail qui se gagne essentiellement sur le terrain. C'est pas le dirigeant dans son bureau qui gagne la partie, c'est l'équipe qui est sur le terrain. Et manager des gens sur le terrain en étant dans sa tour d'ivoire, ça ne marche pas. On peut faire du virtuel, cette réunion on aurait pu la faire par télétravail, par visio, etc. Mais rien ne remplace le présentiel, la force des individus, le management qui permet aux gens de gagner la partie. Voilà. Alors oui pour le télétravail, mais de manière diluée en fonction de chacune de nos activités. Exactement. Mais ne laissons pas l'intelligence artificielle remplacer les individus. Ça viendra un jour, mais le plus tard possible. Merci à vous quatre pour avoir partagé aujourd'hui votre expérience donc sur cet avant-dernier numéro de Place des entrepreneurs. Merci. Merci à vous.